Archange K. Présente. Le clan des dragons 3. La vendetta venue du passé. Pendant que la fête bat à son plein, deux étranges ombres étaient en train d'observer avant que l'une des deux ordonne à l'autre d'aller se rendre dans le village de nos amis afin que celle-ci amène Germinal à la première qui ne rêve que d'une chose: se venger du père adoptif de notre jeune héros. D'ailleurs moi-même j'ignore pourquoi celle-ci en veut tant à ce dernier, tout comme son passé en lien avec ce nouveau personnage assez mystérieux, voire en tant que nouvelle menace planant dans l'ombre de nos jeunes amis, prêts à en découdre avec eux, si cela est nécessaire. En effet, ce dernier possède tout de même deux lames aiguisées capables de trancher un arbre gigantesque. De plus, comme ce dernier n'est représenté que par une immense ombre, on ignore l'apparence de ce nouvel ennemi qui a l'air de vouloir se venger de Germinal pour une raison inconnue. D'ailleurs même moi, j'ignore pourquoi celui-ci en veut tellement au père adoptif de notre ami, ainsi que de son identité. En effet, je ne sais pas qui est cet dangereux individu, ni même à quoi qu'il ressemble. Ce qui fait que nous allons découvrir en même temps cette troisième suite du clan Dragon 3, la vendetta venue du passé. Alors si vous êtes prêts ou prêtes, on peut enfin commencer à écouter la troisième suite de nos dragons préfères. Alors c'est parti. Commençons. Une fois le calme revenu, nos dragons retournent chez eux, tout en se disant bonne nuit, puis une fois dans leur maison, se dirigent tranquillement dans leur lit afin de pouvoir se reposer de leur nuit agitée, tout en reprenant des forces. Le lendemain, Hilarion, à peine levé, se décide à passer du temps avec sa fiancée Queenie, tandis que Nourri se balade tranquillement dans le village. Quand soudain une étrange dragonne arrive devant eux, l'air épuisé. Notre trio étonné en voyant que celle-ci ressemble aussi à une wyverne, se met à la fixer d'un drôle d'air. Avant que la jeune dragonne, épuisée par son voyage, s'écroule à terre, sous leurs yeux ébahis. Nourri court alors vers elle afin de l'amener dans le château de ses parents, tandis que Queenie court les avertir afin que ces derniers puissent s'occuper de leur hôte inattendu. Une fois tout dans la grande salle du roi, tout se demande d'où peut-elle venir, tandis que Nourri aide sa mère à préparer à manger pour la jeune invitée qui est en train encore de dormir pour le moment. Au même moment arrive Germinal ainsi que sa femme Yamini qui était invitée par ces derniers, afin de préparer tous ensemble un petit repas convivial dans le but de célébrer en privé l'union de leurs enfants respectifs. Furon d'un air désolé, se met à leur raconter ce qui se passe. Néanmoins Germinal d'un air amical, lui fait une petite tape sur l'épaule, tout en lui disant d'un ton compatissant: ce n'est rien, au contraire, tu as fait ce qu'il faut, en tant que roi. De plus, cela ne serait pas correct de la laisser à son sort, alors que cette pauvre dragonne a l'air d'avoir besoin d'aide. Puis, Germinal, voulant aider la reine ainsi que Nourri à préparer le repas pour leur hôte, se dirige tranquillement vers la cuisine, tout en prenant un ton aimable, lui demande alors, en souriant: Attika, as-tu besoin d'aide pour faire la cuisine? Oui, si tu veux, comme ça cela serait l'occasion pour moi d'en savoir un peu plus sur ton fils, afin de voir à qui ai-je affaire devant moi, au vu du fait que dans un futur proche, il sera peut-être le mari de ma fille ainsi le père de mes petits-enfants. Accepte alors la reine en rendant le sourire à ce dernier. Tandis que Hilarion les écoute au loin,
tout en s'attendant à ce que son père adoptif sorte toutes sortes d'anecdotes sur lui, y compris les moins élogieuses sur notre dragon à la reine, pour le grand dam de ce dernier. Mais au même moment où Germinal s'apprête à parler, la jeune dragonne ouvre alors ses paupières. Ce qui sauve Hilarion d'un déferlement de honte, tandis que Nourri se met à fixer les jolis yeux de celle-ci. En effet, ces derniers possèdent une belle couleur rouge rubis. Celui-ci commence alors à ressentir des sentiments envers elle. Néanmoins, se souvenant de sa précédente peine de cœur, le prince parvient alors à mettre ses sentiments de côté pour le moment. Par peur de souffrir à nouveau d'un éventuel chagrin d'amour. Puis tous se mettent à observer la jeune dragonne, qui d'un air inquiet face à tant d'yeux braqués sur elle, leur demande d'un ton angoissé, tout en balbutiant de peur. Où suis-je? Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Le roi Furon d'un ton rassurant se met à lui raconter ce qui s'est passé, celle-ci d'un air désolé. En apprenant que ces derniers voulaient juste l'aider, s'excuse alors d'un air navré face à son comportement odieux face à nos amis. Néanmoins ces derniers la pardonnent, le roi se présente alors, puis présente alors notre jeune couple. Avant de se tourner vers son fils d'un air fier, tout en raclant sa gorge, avant de reprendre aussitôt la parole, tout en faisant signe à Nourri de venir vers lui. Enfin je vous présente mon très cher fils Nourri, qui n'est nul autre que le grand frère de Queenie. Une fois les deux jeunes dragons face à face, se mettent à s'observer mutuellement, quand Nourri se décide timidement à la saluer. Ensuite le roi se met à présenter les parents adoptifs de notre jeune dragon. Enfin pour terminer, je vous présente Yamini ainsi que son mari Germinal, qui ne sont autres que les parents adoptifs de ce bon vieux Hilarion. La dragonne, en entendant le nom de Germinal, se met alors à faire de grands yeux pensifs, avant que Furon d'un air curieux lui demande son nom, ce qui met un frein dans ses pensées, tout en la faisant revenir à la réalité. La jeune dragonne fixe alors le roi, avant de prendre un ton assez timide. Lui répond alors: mon nom c'est Évodie, puis s'arrête soudainement, avant de se décider ensuite à raconter la raison de sa venue au village de nos amis. J'ai quitté mon village de mon plein gré car je ne me sentais plus à ma place, de ce fait j'ai erré pendant plusieurs jours en volant, avant de n'avoir plus assez de force pour continuer à battre mes ailes. Jusqu'au moment où j'allais peut-être m'écrouler de fatigue, j'ai cru alors apercevoir de la lumière au loin. De ce fait, dans un élan d'espoir, je me suis rapproché lentement vers elle, jusqu'au petit matin, avant d'arriver dans votre village, pour ensuite tomber amène au sol, devant ceux qui allaient être mes futurs sauveurs, sans même que je le sache, avant cela. Le roi, satisfait de ces explications, lui propose généreusement de l'héberger chez lui, voir si jamais son village lui plaît, de pouvoir même s'y installer définitivement dans celui-ci. La dragonne, touchée par la proposition de Furon, accepte alors de vivre avec eux, durant un temps. Furon d'un air satisfait se tourne vers son fils afin que celui-ci conduise leur invité vers sa chambre d'hôte royale. Le prince accepte la demande de son père, avant de faire signe à Évodie de la suivre vers son lieu de couchage temporaire. Pendant que Nourri l'accompagne, Évodie continue à l'observer timidement le jeune dragon, puis se met à le remercier de l'avoir sauvé d'une mort certaine. Ce qui fait ému alors le prince, qui s'arrête alors devant une magnifique porte en or, tout en disant:
d'un ton amical. Voici votre chambre, j'espère qu'elle te convient, et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu nous appelles, d'accord. En toute réponse, Evody se met à lui faire une petite bise sur la joue, avant de rentrer dans chambre. Tout en fermant la porte à clé, ce qui étonne Nourri avant de se mettre soudainement à rougir, tout en étant touché en plein cœur la réaction de leur invité de dernière minute. Une fois ses émotions remis, se décide à la laisser seule, afin de rejoindre les autres, qui commencent alors le repas. Tranquillement, tout en laissant leur invité venir d'elle-même, si elle le souhaite, bien sûr. Une fois le repas bien digéré, tout se décide à aller se coucher, mis à part Nourri qui se décide à observe le ciel étoilé, tout en espérant voir une étoile filante. Tandis que Evody, en n'entendant plus aucun bruit dans le château, en profite alors pour sortir dehors avant de remarquer Nourri en train de continuer à observer le ciel étoilé, sans même avoir remarqué la présence de Evody. Cette dernière le fixe, avant de lever les yeux au ciel, se décide alors d'aller le voir discrètement, avant de s'adresser soudainement à ce dernier d'un ton amical, tout en lui faisant un grand sourire à notre jeune dragon. Que fais-tu à cette heure, si tard? Au lieu d'être au lit, comme tout le monde. Nourri en l'entendant, se met à sursauter d'un coup, tout en hérissant ses cheveux, ce qui fait alors rire Evody. Le prince, se sentant à la fois vexé et humilié par la jeune dragonne, se met à froncer les sourcils, avant de lui renvoyer aussitôt sa question d'un ton autoritaire à celle-ci. Cela ne regarde que moi, vois-tu. De plus, tu n'es pas très bien placé, pour vouloir me poser ce genre de questions, à ce que je sache, au vu du fait que toi, non plus, tu ne te trouves pas au pays de Morphée en ce moment même. Non. Evody se met alors à arrêter net de se moquer de ce dernier, tout s'asseyant à côté de lui d'un air peiné. Non, c'est vrai, hélas, je n'arrivais pas à m'endormir, du coup je suis parti aller observer les étoiles. Tout comme toi, actuellement. Ensuite Evody se tait, tout levant tristement sa tête vers le ciel étoilé avant que Nourri ne l'imite, tout en se sentant mal pour son ami, avant de prendre un air compatissant, lui demande d'un ton coupable, vis-à-vis de son comportement odieux qui avait quelques minutes avant la terrible révélation de la jeune dragonne. Tu te sens mal toi aussi à cause d'une personne qui t'a fait souffrir. Evody tourne doucement sa tête vers celle de Nourri avant de le fixer d'un air chagriné, tout en lui rétorquant avec difficulté. Si tu penses que j'ai eu moi aussi une peine de cœur, tu te trompes hélas, cela est plus complexe que un chagrin d'amour, de plus je préférais avoir plus ta situation que la mienne, vois-tu. Ah, fait alors le prince avant de comprendre où veut en venir Evody par là, ce dernier commence alors à se sentir encore plus mal vis-à-vis de la jeune dragonne. Je suis désolé, je ne voulais pas te blesser en te disant cela, d'ailleurs c'est vrai que quand on y pense un amour brisé cela n'est rien comparé à ce que tu vis actuellement. Je te prie d'accepter mes plus plates excuses, Evody, j'ignorais que tu étais orpheline. Ce n'est rien, tu ne pouvais pas savoir. Rassure alors la jeune dragonne, tout en versant une petite larme devant Nourri qui se sentant de plus en plus mal pour elle, sort un petit paquet de mouchoirs. Dans sa poche lui tend doucement vers la jeune dragonne. En voyant le geste de son ami, Evody le remercie touché par son action envers elle, avant de
prendre le petit paquet de mouchoirs, en sort un, le déplie, puis s'essuie les yeux encore remplis de larmes encore toutes fraîches. Une fois ses yeux de nouveau secs, la jeune dragonne serre alors Nourri dans ses bras, ce qui surprend le jeune prince qui, touché par son geste, se met à rougir de nouveau. Puis ce dernier, en voyant qu'il commence à se faire tard, propose à son ami d'aller se recoucher. Chacun dans leur chambre respective, Évodie l'observe en souriant, puis se lève, avant que Nourri n'en fasse de même, puis tous deux se dirigent dans les halles du château, puis une fois dans leur lit respectives, rejoignent le monde de Morphée. Entre-temps l'immense ombre attend d'un air impatient, quand soudain Umberto, je suis là. Appelle alors la deuxième ombre en courant vers lui, tout en s'excusant pour son retard. Ce dernier d'un air blasé, se met à faire un sourire effrayant, avant de rétorquer ensuite. Oh, mais ce n'est rien, au contraire, cela veut dire que tu commences à faire connaissance avec les proches de ce cher Germinal. Ce qui est une très bonne chose, vois-tu. Comment ça, demande alors la deuxième étonnée face aux propos de ce fameux Umberto qui d'un air froissé, coupe alors de nouveau un arbre, avant de se décider à lui expliquer pourquoi est-ce une bonne nouvelle pour ce dernier. Car non seulement tu saurais plus sur eux ainsi que leur quotidien, mais aussi sur celui de ce bon vieux Germinal. En gros, savoir leurs routines, si j'ai bien compris. Renchérit alors la deuxième, ce qui fait alors sourire Umberto avant que ce dernier ne se mette à ricaner une hyène, avant de s'arrêter net. Tout en prenant un air menaçant face à son acolyte. Seulement, il y a un risque énorme, si tu fais cela. Or je te le déconseille. S'emporte alors Umberto tout en coupant un second arbre, ce qui fait alors un frisson d'effroi à son complice, avant de se calmer aussitôt, prend alors un air morose tout en lui avouant d'un ton peiné. De plus, s'attacher à une personne c'est beau certes, mais cela fait mal quand la relation doit se terminer par des séparations tragiques, voire tu risques de devenir comme moi, ce que je te le déconseille, si tu ne veux pas avoir mal, très cher. Vous avez perdu un proche? Demande alors son acolyte d'un ton ému. Umberto fixe alors celui si avant de le réprimander d'un ton sec. Cela ne te regarde pas, alors arrête de poser des questions, si tu veux que je t'aide en retour du service que tu m'auras fait. C'est-à-dire en m'apportant ce satané dragon, as-tu bien compris, cette fois? Car je ne te le dirai pas deux fois. Oui. Fait alors la deuxième en balbutiant de peur, ce qui satisfait alors Umberto qui lui ajoute. Alors. Bien, je te donne un délai de 1 mois, si d'ici là, tu ne viens pas à mon rendez-vous, sache que je viendrai alors vers toi afin de faire ta fête, as-tu bien compris? En toute réponse, la deuxième ombre s'incline avant de quitter la première afin de retourner dans le village de nos dragons. Entre-temps dans le village, le jour se montre enfin après avoir laissé la nuit régner en maître sur le hameau et ses alentours. Nos dragons se lèvent alors tous en même temps ainsi que Évodie qui prend alors son petit déjeuner avec Nourri, tout en faisant connaissance avec ce dernier, tandis que Queenie est partie prendre le sien chez les parents de son fiancé qui n'est autre que Hilarion. La jeune dragonne passe énormément de temps avec lui ainsi que avec le reste du trio, tout s'entendent bien, de plus nos jeunes amis commencent à sincèrement apprécier la belle Évodie.
surtout Nouri qui commence à tomber sous son charme, d'ailleurs le prince bien décidé à la séduire. Demande alors de l'aide à Hilarion. Tandis que Queenie remarque aussi que Évodie éprouve des sentiments sincères envers son frère. Seulement la princesse sent que quelque chose cloche chez elle, tout en ne sachant pas quoi. Néanmoins notre dragonne se résout à garder cela pour elle, tout en surveillant du coin de l'œil là. Belle Évodie qui se trouve aussi de plus en plus hésitante sur ses véritables intentions qui l'ont poussée à venir dans le village de nos amis, tout en étant bien décidée à ne rien leur dévoiler, car Évodie a peur de subir leur colère mais aussi d'autre chose, qui pour l'heure nous est inconnue. Un jour alors que le roi est invité Hilarion ainsi que ses parents adoptifs à manger chez eux. Évodie demande alors à ce dernier s'il a toujours vécu dans ce village. Ce qui surprend tout le monde, en entendant sa question, voire Yamini trouve cela bizarre qu'une inconnue ose demander alors que cela ne fait que quelques jours qu'elle les connaisse. Même Queenie trouve sa question très impolie au vu de sa situation actuelle, néanmoins se décide à ne rien dire dû au fait que son frère a l'air de tenir à elle, malgré que les sentiments de Évodie restent ambigus à son égard pour le moment. Cependant Germinal ne se doutant de rien, se décide alors de raconter son passé, dû au fait que ce dernier s'est retrouvé à peu près à la même situation que la jeune dragonne. Non, tout comme toi, je vivais ailleurs mais pas dans un village hélas. En entendant cela un silence pénible se fait ressentir auprès de nos dragons qui se demandent alors où vivait Germinal avant de vivre dans le village du roi Furon. Seule Yamini, sa femme est au courant de son terrible passé. La dragonne pose sa main d'air compatissant, tout en le rassurant lui dit. Tu n'es pas obligé de le raconter, car ce que tu as vécu, c'est très dur. En toute réponse Germinal sourit à sa femme, puis rétorque ensuite d'un air calme. Ne t'en fais pas, je suis apte maintenant à raconter mon histoire, ma chérie. Puis se met à lui faire une petite bise sur la joue, Yamini accepte alors le choix de son mari, tout en tenant fermement sa main au cas où si ce dernier se sentirait angoissé, Germinal se met à légèrement tousser tout en reprenant la suite de son histoire. Avant de vivre parmi vous, je vivais à l'écart dans un autre village avec mes 2 parents jusqu'à mes 8 ans hélas. Germinal s'arrête afin de pouvoir reprendre une pause, tout en se sentant dépressif, avant de se décider à continuer de nouveau. En effet, un jour notre village fut attaqué par des crocodiles, mon père se battait avec courage contre l'un de ces reptiles tandis que ma mère m'aidait à m'enfuir. Sauf que au même moment où allait me rejoindre, un des soldats s'attaque. Alors à elle, terrifié je la regardais tout en hésitant à continuer ma route, mais au moment où ma pauvre mère allait s'écrouler à terre, elle me fixe alors une toute dernière fois, les yeux remplis de larmes, tout en me hurlant ses dernières volontés. Pars, mon fils, vis ta vie, ne te retourne pas, ne te bats pas inutilement, car je ne souhaite qu'une chose pour toi, c'est que tu continues de vivre. Même si on n'est plus de ce monde, pars. Cependant je continuais de la regarder en larmes, tout en la voyant s'effondrer au sol pour de bon. Puis soudain un des soldats me repère, avant de me viser avec l'une de ces flèches qui me frôle l'œil droit, tout en réussissant à me le blesser, tout en gardant aussi sur moi, une marque omniprésente de ce terrible drame, afin que je ne puisse à aucun moment l'oublier à chaque fois que j'aurai l'occasion de pouvoir voir mon propre reflet,
tout en rappelant que j'ai abandonné lâchement les miens qui tous avaient péri durant cette affreuse guerre, qui comme un claquement de doigts avait rayé définitivement le village où mes parents m'avaient mis au monde ainsi que de ses habitants qui eux aussi ne sont plus de ce monde, hélas. Une fois ma terrible décision prise, un autre dilemme me faisait aussitôt face qui n'est autre que de survivre, tout en ignorant si j'allais y arriver, mais aussi de pouvoir tomber sur un village en paix, afin de pouvoir m'y installer définitivement, tout en espérant que celui-ci ne subira pas la même chose que celui qui m'avait naître auparavant. Seulement sans le savoir, j'allais faire l'une des pires rencontres de ma vie, tout en pensant que ces personnes étaient remplies de bonté envers moi. Alors que soudain Germinal s'arrête alors, tout en tremblant légèrement de peur, tout en essayant de se calmer, tandis que les autres le rassurent tant bien que mal de l'apaiser, tout en se sentant mal pour le père adoptif de Hilarion, qui avait l'air d'avoir enduré de sacrés chocs suite au terrible drame qu'il avait vécu alors que ce dernier n'était encore qu'un enfant, qui malgré cela a tout de même réussi à construire une vie de famille, tout en essayant de mener une vie heureuse, alors que le pauvre dragon aurait pu, mal tourner, au vu de son terrible vécu que beaucoup de nos amis, n'auraient pu en faire mieux que lui, en réussissant à trouver l'espoir de vivre, tout en trouvant le bonheur. De ce fait beaucoup d'entre eux ressentent alors de l'admiration pour ce dernier qui a enfin pu trouver ce qu'il voulait, alors que de base, cela n'était pas gagné pour Germinal, qui grâce au soutien de ses compères parvient à se calmer enfin, avant de se décider à reprendre la suite de son histoire, malgré que Yamini semble tout de même inquiet pour son mari, car parmi tous ses proches, seule sa femme fut au courant de son passé, d'ailleurs c'est même grâce à elle, si Germinal va à peu près mieux aujourd'hui, même si des fois il lui arrive de sentir mal à nouveau. Cependant grâce à son amour, il arrive à mieux gérer ses émotions quand cela lui arrive, Germinal, parvenant alors à la rassurer, se décide à continuer de nouveau la suite de son récit, tout en raclant sa gorge, tel un narrateur se préparant à raconter un conte, ou un mythe, tandis que leur hôte Évodier ouvre alors grand ses oreilles, tout en l'observant le moindre fait de ses gestes, comme si qu'elle attendait quelque chose de ce dernier, que tout le monde ignore pour l'instant, y compris moi. Cependant nous le saurons plus tard sur ses réelles intentions par rapport au père adoptif de notre héros, qui une fois sa gorge bien raclée, se met à tousser légèrement, avant de prendre alors un ton encore plus dramatique s'adresse alors de nouveau à nos compères, tout en prenant un air encore plus triste que tout à l'heure. Pendant presque un mois et demi, j'avais réussi à survivre seul, en effet pour seule nourriture que j'avais c'était des champignons, des poissons mais aussi des œufs de dinosaures. Pour me reposer, je devais aller me réfugier soit dans un arbre ou dans un terrier tout en le recouvrant d'une pierre avec un système d'alarme à l'ancienne au cas où si des dinosaures ou des personnes malveillantes voulaient s'y introduire dans le but de m'attaquer, afin que je puisse les entendre, tout en permettant de m'enfuir avant que ces derniers ne puissent même me remarquer que j'étais là. Encore quelques secondes avant leur arrivée dans ma cachette provisoire. Pourtant un jour, sans le savoir, ma vie allait changer à tout jamais. En effet un matin, alors que je tentais de survivre tant bien que mal, je croise alors un couple de mantes religieuses qui au début me paraissait sympathique.
En effet, tels de bons de comédiens, ils parviennent à gagner ma confiance, de ce fait, je me suis naïvement confié à eux, tout en étant persuadé que c'était un gentil couple. En effet, quand tous deux avaient entendu ma triste histoire, se mirent à ressentir une profonde peine pour moi, tout en se sentant compatissant de ce que je devais endurer en ce moment, tout en larmoyant de belles larmes de crocodile. Avant de me proposer, avec bonté de m'accueillir chez eux, tout en me promettant que j'aurais une meilleure vie que celle-ci, avec en prime de la nourriture ainsi que un lit à ma disposition en plus d'avoir enfin un toit sous ma tête. Croyant alors à leurs belles paroles, j'accepte alors sans réfléchir à leurs propositions avec joie, tout en étant content de ne plus être obligé de devoir à rester constamment sur mes gardes à longueur de journée. Mais hélas, sans le savoir, j'allais vivre les 3 pires années de ma vie, en acceptant leurs propositions. À ce maudit couple de mantes religieuses. Comment ça, coupe alors Évodie d'un ton étonné avant de demander aussitôt à Germinal sans même le laisse prendre de nouveau la parole, tout en prenant un ton assez interrogatif à ce dernier. Qui se met à fixer d'un drôle d'air la jeune dragonne. Que vous ont-ils fait? En entendant sa deuxième question, un long silence pénible se fait alors ressentir, tout en fixant Évodie d'un drôle d'air, surtout Germinal qui trouve cela un peu suspect que celle-ci soit autant intéressé par son histoire, en particulier durant cette terrible période qu'il avait vécue quand le couple de mantes religieuses l'avait accueilli chez eux. Tout en se demandant si Évodie n'était pas venu dans un but bien précis, c'est-à-dire lui. Même s'il ignore la raison qui pousse Évodie à le prendre dans son collimateur, pour le moment, tout comme nous. Néanmoins celui-ci parvient à se rassurer, tout en se disant que cela est peut-être dû à une mauvaise éducation que Évodie a reçue. De ce fait il décide ne pas lui faire le moindre reproche au vu de son âge bien avancé, tout en ayant peur qu'elle le prenne mal, voire que peut-être tout comme lui, Évodie est peut-être orpheline tout simplement, ce qui pourrait expliquer aussi ce manque de savoir-vivre car personne ne lui a tout simplement appris. De ce fait Germinal accepte de continuer tout de même la suite de son histoire, tout en ressentant de nouveau de la peur, tout en tremblant un peu, avant de se sentir mal à l'aise par rapport à ce qu'il avait vécu durant ce temps-là, où le couple de mantes religieuses l'avait recueilli, tout en transpirant légèrement, puis parvenant à se ressaisir, se met à prendre un ton angoissé, tout en fixant de nouveau son public droit dans les yeux. Or, une fois arrivés chez eux, leur comportement changèrent radicalement, en effet le mari devient alors violent, tout en me prenant le bras de force, tandis que sa femme ouvre une porte. Avant que ce dernier ne me jette, je dégringole alors les escaliers, pendant que la porte ne se referme violemment, tout en me blessant à la joue suite à cela. Je me relève alors, tout en me redirigeant vers la porte, tout en la cognant de toutes mes forces, tandis que d'autres enfants qui étaient d'une autre espèce que la mienne, m'observent alors d'un air triste, tout en se sentant mal pour moi. En effet cet affreux couple avait emprisonné aussi des petites wyvernes, serpents, tortues, crocodiles, crapauds, salamandres, ptérodactyles, varans, troodons, protocératopes, mais aussi de jeunes, mantes religieuses. Tout comme moi, étaient prisonniers contre leur plein gré.
Néanmoins le mari qui commençait à s'agacer à force de m'entendre hurler, tout en frappant violemment la prote, s'avance brusquement vers moi, tout en cognant les barreaux qui nous séparent, ce qui me fait reculer de ce dernier, me menace alors, tout en me fixant avec ses yeux aussi rouges que de la lave en fusion. Silence, ou si tu nous agaces de trop, je pourrais te mettre dans notre menu de ce soir, ce qui serait bête pour toi, non. De plus nous avons besoin de toi, pour le moment, alors tiens-toi tranquille. As-tu compris? Car je ne me ferai pas répéter 2 fois ma menace. Du coup, écoute mon conseil, et fais comme tes petits camarades qui eux savent se tenir correctement contrairement à toi. Alors fais comme eux, me suis-je bien fait comprendre, cette fois. Ayant eu peur de sa menace je me tue alors, ce dernier une fois satisfait se retire alors, une fois l'affreuse mente bien loin, je me mets alors à un recoin du mur, avant de m'accroupir, tout en me mettant à pleurs de chaudes larmes sortant de mes yeux, à ne plus pouvoir m'y arrêter, sans ne pouvoir m'arrêter de moi-même. Néanmoins une jeune wyvern qui avait à peu près le même âge que moi, se dirige alors vers moi. D'un air compatissant, puis une fois à mes pieds, s'assoit alors, puis me tend amicalement sa main. Tout en fixant calmement, avant de prendre un ton assez rassurant, se présente alors à moi, tout en me souriant avec gentillesse. Je me nomme Seagull, et toi? D'un air chagriné je le fixe alors droit dans les yeux tandis que Seagull continue de me tendre désespérément sa main dans l'espoir que je la lui serre enfin après au moins 5 minutes qu'il me l'ait tendue en vain. Touché par son geste amical, je me décide alors d'empoigner sa main, tout en essayant de sécher mes larmes avec difficulté, avant de me décider à lui répondre enfin à sa question tout en prenant à mon tour un ton assez amical envers ce dernier. Germinal. Une fois les présentations faites, tout en se racontant mutuellement nos histoires avant notre arrivée ici, je me tourne alors vers la porte, puis j'observe les alentours, avant de voir une fenêtre avec des barreaux assez solides, avant de me tourner à nouveau vers Seagull d'un ton de nouveau chagriné. Je lui demande alors ceci. Pourquoi font-ils semblant d'être bons envers nous, avant de nous enfermer de force dans leur sous-sol tout en nous menaçant? Seagull comprenant ma question se met à fixer tristement le sol, avant de braquer ensuite ses yeux de nouveau vers moi. Tout en prenant un ton assez déprimant me répond alors. On est forcé de travailler pour eux soit dans des mines dans le but de récupérer des pierres précieuses mais aussi dans leurs champs ainsi que de couper du bois même en hiver. Dans le but de tirer du profit sur notre dos. Et si par malheur l'un d'entre nous refusons d'obéir à leur ordre, alors ces derniers se montrent alors encore pires que à leur habitude. Voire certains d'entre nous ne sont jamais revenus après. Cela. Certains supposent même le pire pour eux. Cependant c'est trop horrible pour que je te le dise, car sinon tu risquerais d'en faire des cauchemars. Un long silence pénible se fait alors de nouveau ressentir, quand je me décide alors de m'adresser une fois de plus à ce dernier, tout en prenant un ton subjugué par ces affreuses révélations à propos de ce couple odieux, tout en prenant un air surpris face à mon ami. Mais, vous n'avez rien fait depuis pour essayer de les mettre hors d'état de nuire. Pour de bon. Seagull surpris de ma question me répond alors d'un ton assez énergique, tout en se mettant à
gesticuler ses bras avec vivacité. Que veux-tu que l'on fasse? On n'est que des enfants, je te le rappelle. En plus personne ne peut nous entendre, de plus on est au milieu de nulle part, je te le ferai remarquer, ce qui n'arrange rien. Vis-à-vis de nos cas. Après, si par miracle un adulte ou plusieurs venaient à notre secours, rien ne nous dit qu'eux aussi n'ont pas de mauvaises intentions envers nous. De ce fait, la plupart d'entre nous avons accepté de mener cette vie-là, malgré que cela soit terrible pour nous, plutôt que de tenter quelque chose contre eux. Suite à sa réponse, je me mets à froncer les sourcils tout en voulant me libérer, je me dirige d'un pas bien décidé vers la porte, afin de la faire brûler dans le but de pouvoir m'échapper de cet endroit. Quand soudain Sigel m'en empêche, en se mettant devant celle-ci, étonné tout en étant en colère contre lui, je m'adresse alors à ce dernier d'un ton sec. Pourquoi te mets-tu devant la porte, alors que je veux la réduire en cendres, dans le but de pouvoir m'y échapper? La jeune wyverne, aussi énervée que moi, se met à me répondre aussi tout en prenant un ton assez vivace envers moi, tout en fronçant lui aussi ses sourcils, tout en agitant encore plus rapidement ses bras. La porte est inflammable ainsi que leur planche, de ce fait, si tu craches ton feu, tu nous ferais tous périr avec ton feu. De plus, tu crois vraiment que je serais resté ici gentiment à travailler pour eux, si je pensais pouvoir m'échapper ainsi? Surpris en entendant ces explications, je lui demande alors des preuves de ce qu'il avance, en toute réponse il balaie alors une partie du sol recouvert de paille avec sa queue, une fois celui-ci bien dégagé, on pouvait voir que l'une des dalles en béton à moitié brûlée, tandis que le reste de la pièce est resté quasiment intact, toute trace éventuelle de brûlure y compris le plafond et les murs de cette prison ont été enfermés contre notre propre volonté. Puis Sigel se met à me raconter le terrible drame qui avait eu lieu avant son arrivée ici. Une fois son histoire finie, il m'ajoute alors d'un ton peiné. Ils ont fait exprès de ne pas rénover cette partie-là, afin que nous sachions ce qui s'est passé avant notre arrivée, ici. En effet, nous avons tous été emprisonnés peu de temps après ce terrible drame, qui avait emporté 20 victimes innocentes qui comme toi voulaient essayer de s'échapper. En faisant brûler la porte, ainsi que le plafond, sans savoir cela, hélas qui les attendait. Je sentais alors de nouveau un silence pénible, tout en devant me résoudre à contre-cœur que je devais travailler pour ces affreuses mentes religieuses, dont je me souviens encore de leur prénom. En effet, elle et le mari se nommaient Umberto, tandis que sa peste de femme se nommait Moa. Évodie, en entendant le nom de l'une des mentes religieuses, se met alors à faire de grands yeux, ce qui étonne alors nourrit tandis que les autres continuent de fixer Germinal sans même avoir aperçu le drôle de regard de la dragonne quand ce dernier ait prononcé le nom de l'une des deux mentes religieuses. Puis se décide à continuer de nouveau la suite de son histoire tout en prenant un ton attristé. Depuis ce jour, je devais travailler pour eux, tout en étant malmené à longueur de journée par ces derniers qui prenaient un malin plaisir à me faire voir de toutes les couleurs. De plus, ils s'en prenaient aussi à mon meilleur ami qui n'est nul autre que Sigel, alors que nous raisons du bon travail pour ces derniers. Alors que nous rêvions constamment de pouvoir un jour s'échapper d'eux là afin de regagner notre liberté, tout en voulant aider aussi nos compères à s'extirper de là, mais aussi pouvoir une bonne fois pour toutes les mettre hors d'état de nuire ces affreux personnages.
dans le but qu'ils ne fassent plus de mal à d'autres enfants. En effet, pour je ne sais quelle raison, le couple avait décidé de nous prendre pour cible, tous les deux. De ce fait, il se permettait d'avoir un comportement encore plus sadique envers nous que le reste de notre groupe, qui était beaucoup plus jeune que nous. Ce qui nous intriguait énormément, tous en supposant que leur but est de nous éliminer avant que nous devenions trop forts pour eux, tout en ayant peur de perdre le reste de la main-d'œuvre si jamais nous décidions de nous rebeller contre eux. Pourtant un jour, alors que j'allais rentrer dans leur affreuse maison, tout en ayant des chaînes au niveau de mon museau, je les surprends alors tous les deux en train de discuter sur notre devenir à moi et à mon ami Seagull. Moa, ces deux garnements tiennent bon, alors que nous leur faisons voir de toutes les couleurs. S'énerve alors Umberto, tout en limant l'une des lames. Je sais Umberto, fait alors celle-ci d'un ton exaspéré, tout en posant sa patte sur l'épaule de son mari, tout en prenant de nouveau un air aussi peiné que lui, avant de s'adresser de nouveau à ce dernier, d'un ton assez énervé, tout en pensant à nous deux. Or il faut que ces sales garnements craquent avant qu'ils ne deviennent trop vieux, ou bien ils pourraient se venger un jour contre nous. Alors que nous les avons accueillis comme nos propres enfants, le pire, nous n'aurons même pas pu trouver un prétexte pour les éliminer, avant que cela n'arrive, si jamais ils continuent de trop résister à notre méchanceté à leur égard. Soudain le mari se met alors un ricaner d'un coup, ce qui étonne sa femme de le voir ainsi. Umberto se décide alors à lui expliquer ce qui le fait marrer, afin que celle-ci puisse aussi rire avec ce dernier. N'empêche, pour des cracheurs de feu, ils sont tout de même sacrement idiots quand j'y pense. Car si ils avaient de réellement de bons yeux, ils sauraient que notre maison peut brûler comme n'importe quelle autre baraque. C'est vrai que tu as raison sur ce point-là, fait alors Moa, tout en ricanant à son tour avant d'ajouter. Ensuite, leur faire croire que ces suies viennent d'une ancienne tentative d'évasion échouée, afin d'éviter que ces sales petits garnements ne soient tentés de faire brûler notre demeure, était une très bonne idée, d'ailleurs. Puis sa femme s'arrête alors de ricaner, avant de se mettre à froncer soudainement ses sourcils avant de reprendre la parole, tout en prenant un ton assez contrarié, tout en observant son mari, sans même que aucun des deux ne remarque ma présence, alors que je me trouvais juste derrière un mur, qui ne se trouve qu'à 2 pas d'eux. Alors que le pire, ces cendres résiduelles, viennent des premiers mômes que l'on avait gardés captifs, mais qui, contrairement à ce que ces petits idiots pensent à notre histoire, avaient réussi à s'échapper de notre ancienne maison que ces derniers avaient brûlée entièrement. Oui, confirme alors Umberto d'un ton encore plus énervé que sa femme avant de lui ajouter. Ensuite. D'ailleurs, nous avons à ce moment-là réussi à survécu, tout en ayant peur que nos anciens pensionnaires ne trouvent des soldats afin que ces derniers ne nous arrêtent pour nos crimes. Alors que nous les hébergions gratuitement chez nous, avec à manger le pire. De plus, c'était une très bonne idée d'avoir pris ces cendres afin de pouvoir s'en servir comme moyen de dissuasion de toute évasion future quand nous avons construit de nos propres mains cette nouvelle maison, afin de pouvoir recommencer tranquillement notre commerce, tout en choisissant un endroit assez éloigné de là où ce terrible moment avait eu lieu. En effet, fait alors Moa tout en observant avec amour son mari, tout en continuant de s'adresser à ce dernier. De plus, cela avait même permis de nous faire oublier, tout en prenant une nouvelle
Identité quand on venait dans le village qui se trouve un peu plus loin de notre maison, quand on devait aller chercher des matériaux pour la construire, mais aussi pour continuer à faire nos petites affaires, sans que aucun d'entre eux ne se doute réellement de ce que l'on fait réellement. Oui, confirme alors de nouveau Umberto tout en se mettant à rigoler de nouveau avant de se calmer ensuite, tout en reprenant la conversation que ce dernier a avec sa femme, tout en prenant un ton moqueur face à elle. Le pire, ces derniers pensent que nous sommes juste d'honnêtes citoyens qui aiment vivre comme de simples ermites, alors que pas du tout. De plus, nos têtes sont même affichées en placard sur leur mur, mais aucun d'entre eux nous ont encore grillés, tellement que l'on leur paraisse trop honnête à leurs yeux crédules. Puis tous deux se mettent à rire de nouveau de plus belle, en voyant qu'il était trop occupé à rire. Je profite alors de cette occasion pour rejoindre les autres afin de leur faire part de cela, dans le but de préparer un futur plan d'évasion avec mes camarades, qui au début étaient tous sceptiques lorsque je leur avais raconté ce que j'avais entendu pendant la conversation des deux affreuses mantes religieuses. En effet, la plupart d'entre eux ne me croyaient pas trop, certains pensaient même que j'avais mal compris la discussion que se tenait le couple de mantes religieuses. Néanmoins, notre désir d'évasion était fort que tout, de ce fait, nous étions tous mis d'accord de faire un essai en coupant un morceau de planche venant de la porte qui nous séparait de nos infâme geôlier, afin que je le brûle, pour savoir si celle-ci allait résister ou non à mes flammes. Afin d'être sûr de pouvoir s'échapper de là sans terminer carbonisé par notre feu. Grâce à une jeune mante aussi habile que nos tortionnaires, nous sommes alors parvenus à en avoir une, pendant que ces derniers étaient en train de roupiller tandis que l'un de mes petits camarades prend un verre tout en se dirigeant vers le tonneau à eau de fortune fait par l'affreux couple de mantes, avant de le remplir d'eau afin d'être prêt à la jeter sur la planche au cas où si celle-ci ne brûlerait pas, mais aussi d'éviter que l'odeur de fumée ne se répandant de trop afin de ne pas se faire repérer par ces derniers. Une fois mon feu lancé, on s'est mis à attendre pendant 2 minutes au moins avant que le verre d'eau ne fût lancé sur celui-ci. Or quelle fut notre surprise de découvrir le morceau de bois à moitié brûlé. Avant que tout ne se mette à me fixer avec des yeux remplis d'étoiles, tout en ayant le mot évasion dans leur bouche, je me mets à réfléchir avant de regarder les 40 autres enfants. Quand soudain, en voyant la taille de certains d'entre eux, une idée me vint alors, je mets alors à attendre que le couple aille se coucher. Quand je demande ensuite aux plus petits d'entre eux s'ils pouvaient passer, la plupart me répondirent que oui, alors, d'un ton assuré, leur demande de passer. Tout en leur demandant de bloquer la chambre des deux mantes, d'ailleurs l'un d'entre eux m'avait demandé si c'était pas mieux de prendre la clé pour ouvrir la porte plutôt que de la brûler, sauf que celui-ci a été vite refroidi quand on lui avait révélé que celle-ci sert de collier permanent à MOA. De ce fait, il comprit alors que cela serait un peu trop dangereux d'aller lui prendre. Une fois la mise au point faite, on s'est mis à attendre que le couple aille se coucher. Une fois ces derniers dans leur chambre, les plus petits de mes camarades en profitent alors pour sortir, afin de bloquer leur porte en y mettant toutes sortes d'objets, afin de ralentir ces derniers quand ils s'apercevront de notre fugue. Une fois la voie libre, je me décide alors à souffler légèrement mon feu sur la porte, afin de la fragiliser,
puis un de mes camarades se met alors à foncer sur celle-ci qui se brise alors en miettes. Cela réveille alors les affreuses mantes qui enragées réussissent à briser la porte de leur chambre, ainsi que Taots les objets qui la bloquaient. Heureusement la plupart de mes amis avaient réussi à fuir, sauf que au même moment où Seagull et moi-même nous apprêtons à décoller, cette dernière parvient à capturer mon ami, je me retourne alors quand ce dernier me dit tout comme ma pauvre mère par le passé, de partir sans lui. De continuer à vivre. Seulement cette fois, là je décide de ne pas obéir et de tout faire pour le sauver, je percute alors Moa qui lâche alors mon ami, celui-ci s'envole alors, tout en me faisant signe de le rejoindre. Mais au même moment où je m'apprêtais à le rejoindre, Umberto m'attaque alors, tandis que Moa s'en prend de nouveau à Seagull qui essaie alors tant bien que mal de lui tenir tête. Soudain quand je crus tout espoir perdu, j'aperçois alors mon ami qui se trouve alors entre la vie et la mort, tandis que Moa se met à ricaner, tout en se moquant de lui d'un air supérieur. Ce qui me rend soudainement très furieux, tout en me redonnant aussi une puissante énergie en moi afin de me libérer des fauches du terrible Umberto qui par la même occasion se trouve alors grièvement blessé à son œil droit, tout en le rendant amorphe pendant quelques minutes. J'en profite alors pour venir en secours mon ami, une fois de plus, en fonçant de nouveau sur l'affreuse Moa, tout en sortant mes griffes aiguisées vers elle. Tout en la blessant, ce qui permet à mon ami de s'extirper une fois de plus hors de ces affreuses griffes de menthe religieuse. Moa tout en hurlant de douleur, se met alors à me fixer d'un air effrayant avant de vouloir essayer de me viser. À plusieurs reprises avec ces affreuses lames tranchantes, que je parviens avec miracle à tous les esquiver, seulement dans sa colère la terrible menthe avait aussi coupé un immense arbre, sans le vouloir, avant qu'elle ne s'aperçoive au tout dernier moment que celui-ci est en train de s'écrouler sur elle à toute vitesse, ne lui laissant même pas le temps de fuir face à son terrible destin qui lui attend. Tandis que son mari se met sortir des larmes de son dernier œil qui lui reste après que je lui fais perdre définitivement celui de droite. Une fois que celui-ci réalise alors que sa femme n'est plus de ce monde, se tourne alors vers moi d'un air furieux, avant de s'élancer à toute vitesse sur moi, afin de se venger de la mort de celle avec qui il aurait voulu passer le restant de ses jours, tout en voulant se déchaîner sur moi ainsi que sur mes petits camarades qui sans le savoir étaient aussi sûrement dans son viseur. Mais au même moment où on allait se battre, la terrible menthe est alors arrêtée dans son élan par deux soldats qui le bloquent alors, tandis que d'autres accompagnés du reste de mes petits camarades arrivent alors. De plus tout comme nous, cette brigade est composée de plusieurs espèces qui font partie d'une brigade spéciale, qui n'ont qu'un seul et unique but qui est de maintenir la paix entre les espèces, tout en faisant des missions secrètes. Une fois calmé, Umberto les supplie alors de pouvoir dire au revoir une dernière fois à sa femme, mais ces derniers refusent alors, tout en l'emmenant de force avec nous vers un village où celui-ci sera jugé, tandis que pour nous, les soldats feront en sorte de trouver nos parents ou de la famille éloignée, voire des parents adoptifs. Pour ceux qui n'en ont pas, tout en promettant pour ceux qui étaient orphelins comme moi qui feraient attention à nous trouver des gens corrects, tout en promettant de faire attention à chacun d'entre nous, ainsi que à nos propres besoins.
Une fois arrivé à ce fameux village, Umberto fut conduit au tribunal, celui-ci supplie alors le juge d'aller dire une dernière fois au revoir à sa femme, mais celui-ci refuse sa demande, tout en lui disant sa sentence avant de donner ordre à ses propres gardes de le conduire à une prison précise, dont le voyage peut prendre plusieurs mois, tout en les prévenant de se méfier de Umberto qui serait prêt à tout pour s'échapper afin de se venger de ceux qui lui ont osé retirer l'amour de sa vie. En effet, le juge n'avait pas tort là-dessus, car Umberto en nous voyant s'était mis à se promettre qu'il nous ferait payer pour lui avoir retiré celle qui a aimé pendant 30 ans de mariage, au moins. Certains de mes petits camarades eurent peur, tandis que les soldats les rassuraient, seulement que cela soit moi ou même Siegel, ainsi que le reste de mes amis, nous n'avons jamais voulu que cela se termine ainsi pour elle. Car effectivement Moa était une mauvaise personne qui a détruit des vies innocentes, voire pire, alors que nous étions des enfants qui tant bien que mal essaient de comprendre le monde qui nous entourait, même si c'était compliqué des fois, tout en découvrant hélas que nous ne vivons pas dans un monde paix, ni de guerre, mais entre les deux, tout en devant faire avec. Même si encore aujourd'hui certaines choses nous paraissent toujours compliquées à comprendre alors que nous atteignions l'âge d'être grands-parents. Car même si elle méritait d'être punie, en aucun cas de cette façon, voire que sa propre vie s'arrête. De plus, si nous lui souhaitions, cela voudrait dire que nous ne valions pas mieux que elle non. Seulement pour Umberto c'était trop compliqué d'admettre que c'était dû à son propre choix à elle. Si Moa a terminé ainsi. En aucun cas, on l'avait forcée à le faire afin qu'elle termine sous un arbre. Sauf que la douleur qu'il ressentait était trop forte pour faire cela. Germinal s'arrête une nouvelle fois de parler avant de tousser à nouveau, tandis que Evody se met à prendre un air de culpabilité vis-à-vis de ce dernier. D'ailleurs la jeune dragonne ignore que Nourri est en train de l'observer depuis un petit moment déjà. En effet, le prince se demande quel est le lien entre Evody ainsi que le père adoptif de son ami. Néanmoins, il n'est pas le seul à avoir remarqué l'étrange comportement de la jeune dragonne. En effet, même Germinal avait vu que Evody était intrigué par lui. D'ailleurs le dragon se demande bien quel lien accent grave-t-il vis-à-vis de celle-ci. En effet, il ne la connaît même pas, ni même ses parents. De plus, cela le rend un peu mal à l'aise à force que Evody se met à la zioter d'une drôle de façon. Néanmoins Germinal remarque aussi que les autres ont très envie de connaître la fin de son périlleux récit, tout en s'attendant à ce que cela se termine enfin bien pour lui. Sauf Yamini bien sûr, vu qu'elle est la seule à connaître le passé de son mari, ce qui n'est pas trop étonnant, non. Seulement la dragonne veut que cela soit Germinal qui continue à accepter ou non de continuer la suite de son histoire, au vu du fait que c'est lui-même qui a accepté de leur raconter malgré les avertissements de celle-ci, en raison de son traumatisme. En effet, elle a peur de le ramasser en petits morceaux, si jamais cela ne devenait trop dur pour lui de pouvoir continuer la fin de son récit. Cependant Germinal accepte alors de reprendre la fin de son récit, ce qui fait la joie de son public. Tout en essayant d'éviter le drôle de regard que lui fait Evody afin d'éviter de s'énerver contre elle. En effet, il commence à se sentir un peu agacé que celle-ci le ziote ainsi. Il se met de nouveau à tousser, puis se décide à parler de nouveau la suite de son passé, tout en prenant un ton captivant.
face à son public qui quant à lui est prêt à écouter son conteur d'histoire. Puis les soldats nous ont amenés dans un sorte d'hôtel luxueux, afin que l'on puisse avoir enfin de la vraie nourriture, ainsi que de vrais lits. Dans le but que l'on puisse reprendre des forces, tandis que certains de mes petits camarades furent amenés auprès de leurs parents ou à de la famille lointaine. Pour ceux qui n'en avaient plus. Enfin que 3 autres enfants furent adoptés par une nouvelle famille. En effet, ces derniers avaient ni parents, ni de famille éloignée pour s'occuper d'eux. De plus, comme promis, les soldats ont veillé à ce que leurs nouveaux parents soient corrects avec eux, afin que ces derniers ne soient pas comme nos anciens bourreaux, voire pire que eux. Mais heureusement pour nos amis, ces derniers voulaient réellement d'eux comme membres à part entière de leur famille et non comme des objets. Siegel et moi fûmes alors très contents pour eux. D'ailleurs il ne restait plus que nous deux, sauf que plus pour longtemps, en effet un des soldats de cette unité s'était pris d'affection pour Siegel, de plus ce dernier était aussi une wyvern, tout comme lui. Celui propose alors à mon ami de l'adopter, seulement Siegel hésitait à accepter sa demande car on ne pourrait plus se voir alors que l'on est devenu très proche malgré que je sois un dragon et lui une wyvern. Sauf que moi, ce que je voulais, c'était son bonheur avant tout, de ce fait j'ai réussi à le convaincre d'accepter la proposition du soldat en se faisant adopter par ce dernier. Siegel touché me fait alors une grosse accolade tel un frère, tandis que je lui rends l'appareil, puis une fois l'adieu terminé, nos routes se séparent alors définitivement. Une fois de nouveau seul, les soldats commencent à oublier ma présence, tellement que j'étais calme par rapport à tout le reste de mes anciens camarades. De ce fait, à cause de cela, les soldats sont partis afin de mener à bien une nouvelle mission, tandis que le dirigeant de l'hôtel me met à la porte. De ce fait, je me retrouve une fois de plus, livré à mon propre sort afin de pouvoir survivre. De plus, je devais quitter ce fameux village qui était habité par des tortues qui n'ont pas voulu me garder dans leur hameau. De ce fait, je devais survivre une fois de plus face à de dangereuses bêtes, en plus de me méfier des brigands mais aussi de personnes qui ressemblent un peu trop à l'affreux couple de mantes religieuses. Afin d'éviter de me faire avoir une deuxième fois. Néanmoins, grâce à ma précédente expérience de survie quand j'étais plus jeune, je parviens à résister à la plupart des nombreuses difficultés qui se trouvaient devant moi. Pourtant un jour lors de mes 16 ans, je croisèrent celle qui allait devenir ma future épouse. Il s'arrête alors, tout en couvant ses yeux sur ceux de Yamini avant que les 2 dragons ne se mettent à rougir soudainement, tout en continuant à se regarder avec un amour sincère. Ensuite, Germinal se tourne à nouveau vers son public qui attend avec impatience de connaître la fin de son périlleux récit que celui-ci a vécu durant sa jeunesse. En effet, un beau jour, alors que je tentais de survivre alors que je venais d'avoir 16 ans, je croisèrent durant ma route une jolie dragonne en train de cueillir des champignons, je tombe alors sous son charme, seulement au début je ne voulais pas aller la voir à cause du fait que je ne suis qu'un vagabond, tandis que elle était d'une beauté tellement ravissante que j'avais l'impression que tu venais d'une famille noble. De ce fait je me sentais ingrat face à toi. Seulement, tu ne t'attendais pas ce jour-là à ce que je remarque ta présence. Intervient alors Yamini d'un ton amusé, tout en coupant la parole à son mari qui ce dernier se met alors à rire, ce
qui étonne les autres avant de leur faire part de la suite de son histoire, tout en prenant un air joyeux. En effet Yamini, alors que je m'apprêtais à me retirer, tu venus derrière moi, tout en disant ceci. Ah, je me doutais bien que j'étais épié depuis un petit moment. En entendant cela, je me retourne alors d'un seul coup, puis je me mets à trébucher par terre, ce qui te faisait alors rire, avant de me lancer ensuite. Tu es sacrement pâteau pour tomber face à une jeune demoiselle comme moi, tu n'as jamais vu de dragon ou quoi? Tu viens d'où? Je me relevai alors péniblement, avant de me présenter ensuite face à toi, tout en prenant un ton gêné, avant de me décider ensuite à te raconter une partie de mon histoire. Oui, je me souviens de ce moment, confirme alors Yamini, tout en serrant dans ses bras son mari. Avant de reprendre ensuite d'un ton attristé. J'avais senti, ce jour-là que tu avais vécu plus de choses suite à ce terrible drame que tu avais subi durant ton enfance, seulement, je ne voulais pas te braquer, en te demandant plus, de ce fait je t'ai proposé de venir habiter dans notre village qui, durant cette époque-là était dirigé par le père de Furon. Puis un silence doux se fait alors ressentir, avant que Germinal se décide à reprendre la fin de son récit, tout en prenant un ton apaisé face à cela. Grâce à ta rencontre, non seulement j'ai pu avoir enfin un toit, mais aussi une femme formidable. Ainsi que des beaux-parents géniaux qui malgré mes craintes ont été très ouverts par rapport du fait que j'étais un vagabond. D'ailleurs ton père m'avait dit que ce qui comptait c'était ton bonheur avant tout, mais aussi que cela n'était pas de ma faute, si le destin avait décidé que pendant un temps je serais un dragon errant seul pour survivre face à tant d'adversités, malgré mon jeune âge. Puis Germinal s'arrête alors, avant d'observer sa femme puis son fils adoptif, tout en le regardant avec amour, ce qui fait alors rougir Hilarion qui comprend alors que son père adoptif va terminer la fin de son récit en racontant comment ils ont rencontré le jeune dragon alors que celui-ci n'était encore qu'un bébé qui venait d'être brutalement séparé de ses parents biologiques. Germinal sourit alors, avant de se décider à reprendre la fin de son récit, tout en prenant un ton nostalgique face à tant de bons souvenirs que celui-ci a vécu durant cette période-là. Ensuite, on s'était mariés tous les deux avant d'emménager ensemble peu de temps après. Puis, de temps après j'avais commencé à travailler en tant que menuisier, tandis que Yamini s'était lancé dans la couture afin de fabriquer des vêtements, tout en les vendant à des clients très haut placés. Germinal s'arrête alors avant de prendre un air triste, tandis que sa femme pose sa main sur son épaule tout en le fixant d'un regard compatissant. Ce dernier lui sourit alors, tout en reprenant la parole face à son public afin de continuer la suite de son récit, tout en prenant un ton assez chagriné. Face à cela, seulement dans notre vie, il nous manquait juste une chose, qui n'est autre que de devenir parents, sauf que le destin a fait que nous ne parvenons pas à en avoir. Soudain le dragon s'arrête de parler avant de prendre un air joyeux, tout en fixant avec amour son fils adoptif, tout en prenant un ton captivant, se décide alors à reprendre son histoire, tout en agitant émerveille ses bras vers celui-ci. Mais heureusement celui-ci avait décidé de ne pas nous laisser tomber. En effet alors que nous étions partis pique-niquer, nous avons entendu des pleurs. Curieux on était venu voir d'où cela venait. Avant de tomber nez à nez sur une petit dragon jaune doré, qui était tout seul à ce moment là.
De plus, ce dernier avait des marques au niveau de ses ailes ainsi que de son museau. De ce fait, on avait pensé à ce moment-là que tes parents t'avaient lâchement abandonné. En te voyant, on avait alors décidé de te recueillir, tout en t'élevant avec amour comme on l'aurait fait avec notre propre fils, si on avait réussi à en avoir un. De plus, moi-même ayant connu cela, j'aurais aimé être adopté malgré mon âge avancé, afin de ne pas être obligé de survivre comme je devais le faire durant presque toute ma jeunesse. Avant bien sûr d'apprendre la vérité sur toi, Hilarion. Conclut alors Yamini, tout en fixant à son tour son fils adoptif, d'un air aimant, ce qui fait alors rougir légèrement Hilarion qui se dirige alors vers eux, avant de leur faire une accolade telle que le ferait un fils aimant envers ses parents. Une fois le récit de Germinal terminé, la soirée se conclut alors tranquillement, avant que tous ne rentrent chacun de leur côté. Seule Évodie est restée seule dans son coin, comme si elle se sentait coupable d'un truc, tout en se sentant en colère contre quelqu'un. Nourri au loin aperçoit alors son ami en train de se morfondre. Celui-ci, inquiet pour elle, se dirige lentement vers la jeune dragonne, ce qui la fait sursauter d'un seul coup. Une fois calmé, Évodie d'un ton très remonté s'adresse alors à celui-ci tout en fronçant les sourcils d'un air énervé contre ce dernier. Que veux-tu, Nourri? Rien, je t'ai vu en train de te morfondre depuis un petit moment déjà, explique alors son ami d'un air surpris face à sa drôle de réaction avant de rétorquer ensuite d'un ton perplexe face à le jeune dragon. Cependant j'ai vu que cela n'a fait que empirer, j'ai du coup voulu te voir, afin de savoir ce qui te tracasse. Puis Nourri s'arrête alors avant de repenser à ce qui s'est passé durant le reste de la soirée, puis se met à fixer Évodie d'un air encore plus surpris, tout en lui lançant d'un ton affirmatif. Surtout que tu es comme ça depuis que Germinal a raconté son passé douloureux que celui-ci a vécu durant une grande partie jeunesse. Soudain Nourri se met à avoir des doutes sur les réelles intentions de son ami ainsi que la raison de sa venue dans leur village. Ce dernier d'un ton ferme, lui demande alors tout en se mettant à froncer les sourcils à son tour. Es-tu réellement venu par hasard dans notre village ou bien est-ce à cause de Germinal, si tu es avec nous en ce moment même? Évodie, en entendant la question de son ami, commence alors à avoir ressentir un énorme nœud au niveau de son ventre, tout en se mettant à transpirer de peur, puis d'un seul coup parvient à se ressaisir, avant de prendre un air strict face à notre dragon, lui ordonne alors d'un ton intransigeant. Qu'est-ce que tu insinues par là? De plus, j'aimerais que tu arrêtes de te mêler de ma vie. Enfin, pour terminer cette conversation, et de me laisser tranquille car je n'ai aucun compte à te rendre. Nourri. As-tu bien compris ce que je t'ai dit au moins? Le prince se met alors à baisser tristement sa tête, tout en se sentant mal que son ami l'ait envoyé balader alors qu'il avait l'impression qu'elle s'entendait bien avec lui. Puis la jeune dragonne se retire, tout en ayant ses yeux brillants de larmes prêtes à couler. Seulement Évodie est persuadée que son ami ne pourrait comprendre, voire que si il savait ses réelles intentions pourrait la rejeter. Or la pauvre dragonne ne veut pas de cela, en effet elle ressent des sentiments réels vis-à-vis du prince. Sauf qu'elle refuse de le mettre au courant sur sa venue dans son village. En effet, la belle Évodie a
peur du pire si il savait cela, de plus elle est en train de naviguer entre deux choix. Néanmoins elle parvient à se ressaisir, tout en se dirigeant vers la forêt, sans se douter qu'elle suivit depuis un moment par Nourri, lui-même. En effet le prince aimerait savoir ce qu'elle cache, tout en ressentant des sentiments amoureux vis-à-vis de la belle Évodie, tout en souhaitant au plus profond de son cœur, que celle-ci soit réellement celle qui pense, et non une manipulatrice, voire pire. Sauf que d'un seul Évodie se trouve devant une immense menthe religieuse qui en plus d'avoir un air effrayant possède un cache-œil au niveau de son œil droit, ainsi que d'un bandeau violet assez abîmé entourant ses cheveux afin de les maintenir. Nourri ressent alors de la frayeur en regardant ce dernier, tout en comprenant que cette menthe religieuse n'est autre que Umberto. Seulement si c'est lui, comment a-t-il pu s'échapper des soldats? Mais aussi où était-il durant tout ce temps? Se demande alors notre jeune dragon, tout en se sentant trahi par son ami, avant de s'interroger à nouveau sur elle, cette fois. Elle s'est servie de nous, pour lui, mais du coup est-elle réellement orpheline comme elle le prétend ou bien est-ce aussi du pipeau, ce qu'elle m'avait dit sur elle? Ou bien est à cause de cela qu'elle sert un personnage aussi ignoble que Umberto? Puis se met à repenser les bons moments qu'il a vécus avec Évodie, avant de se rétorquer à lui-même. D'un ton affirmatif. Non, je ne peux croire qu'elle soit mauvaise, du moins je l'espère au fond de moi, mais que si elle fait cela, c'est qu'elle a une bonne raison de le faire. Je vais d'abord essayer d'en savoir plus avant d'aller avertir les autres, tout en essayant de comprendre les véritables intentions de celle qui se prétendait être mon amie. Pendant ce temps Évodie, sans remarquer la présence de notre dragon, s'avance d'un pas bien décidé vers la terrible menthe religieuse, tout en prenant un ton énervé s'adresse alors à ce dernier. Umberto. Tu ne m'avais jamais dit que tu étais réellement, c'est-à-dire un criminel qui devait courir à la peine maximale, en raison du fait que tu osais exploiter de pauvres enfants innocents, voire pire. D'ailleurs, tu as fait comment pour être de nouveau libre, alors que tu ne devais même plus être encore de ce monde à l'heure actuelle où je te parle? Réponds. Umberto d'un regard froid la fixe puis soudain se met à trancher d'un seul coup un immense arbre, qui s'écroule alors à toute vitesse sur le sol, en faisant aussi un vacarme assombrissant durant sa chute. Une fois le calme revenu, la menthe admire alors fièrement sa lame que Dame Nature lui a offert. Avant de s'approcher à toute allure vers Évodie, tout en pointant son arme vers elle puis approche son unique œil vers ceux de la dragonne, tout en fronçant son sourcil pendant quelques minutes. Évodie en fait alors de même afin de tenir tête à celui-ci qui agacé, se met à lui tourner le dos, pour ensuite prendre un air blasé avant de se mettre à soupirer lentement, tout en s'adressant à celle-ci. Tout en prenant un ton assez ennuyé face à la question de son ancienne complice. Bah, il faut bien que je vive, non. De plus cela m'est égal, si cela est interdit, très cher. Car je m'en fiche royalement de la loi, vois-tu. De plus ces très chers enfants innocents, avaient-le choix ou non, de nous suivre, d'autant que si certains d'entre eux ont fui de leur plein gré, c'est qu'ils ont dû faire pas très correct, non. Enfin ces sales petits garnements avaient un toit ainsi. Que de la nourriture à volonté, que demander de plus? Surtout si on fuit quelque chose ou quelqu'un.
Soudain Umberto s'arrête avant de fixer à nouveau Evody, puis se met à soupirer de nouveau puis se met à prendre un ton exaspéré. Puff. Tu veux savoir comme je me suis échappé. Alors accroche-toi bien car tu n'es pas prête. Sur ce que je m'apprête à te raconter très cher Evody. Il s'arrête alors de parler afin de s'assurer que la dragonne soit tout oui pour écouter le récit de ce dernier, puis racle alors sa gorge tel un narrateur, avant de se décider à enfin raconter son évasion. Tout en prenant un ton calme face à celle-ci. Pour ma libération, déjà même moi, je me demande comment j'ai fait, en effet pendant que les gardes de la prison m'emmenaient vers ma sentence finale, celle-ci fut alors attaquée par des crocodiles. Voyant alors l'occasion trop grande, je profite alors pour m'échapper, tout en esquivant les multitudes de flèches lancées par les gardes ainsi que celles de ces gros lézards puants. Je parviens par miracle à m'en sortir vivant de là, tandis que la prison fut rayée à tout jamais de la carte. De plus tout le monde avait péri, y compris les prisonniers. Après pourquoi cette prison en particulier que ces crocodiles avaient visé? Mystère, car même si cela ne me regarde pas, cela m'avait toujours intrigué cette attaque menée par ces reptiles marins, d'autant qu'ils n'ont cherché à libérer personne parmi tous mes codétenus, au contraire, ils ont tout saccagé, détruit, mis en feu et à sang. Sauf moi, bien sûr. Umberto s'arrête alors afin de reprendre son souffle puis se décide alors à continuer la suite de son récit, tout en prenant un ton exalté face à celui-ci, tout en fixant d'un air mauvais la jeune dragonne. Une fois mon évasion pas du tout prévue fait. J'y avais du coup décidé de préparer mon plan de vengeance. En effet, j'avais décidé d'éliminer tous ceux qui m'ont volé ma pauvre Emoa. Tout en faisant un ordre précis des personnes que je devais prendre leur envie. En effet, j'ai voulu garder le meilleur pour la fin. Evody se met à prendre un air consterné face au terrible récit de la menthe religieuse, tout en ressentant de la culpabilité en elle, mais aussi de la colère pour avoir voulu t'aider un être aussi ignoble que Umberto. Celui-ci en voyant son regard se met à rire alors comme une hyène, ce qui met alors encore plus mal à l'aise la pauvre Evody qui se sent de plus en plus mal face à tel personnage comme Umberto. Soudain il s'arrête de ricaner avant de prendre un air plus serein puis se décide à raconter la suite de son horrible récit. Seulement j'ai d'abord éliminé les adultes, sauf un. Néanmoins j'avais décidé de me calmer afin de me faire oublier par la justice, tout en m'occupant de lui plus tard. Mais aussi de pouvoir m'occuper de ces sales mômes, tout en attendant que ces derniers atteignent l'âge adulte. En effet je voulais les affronter afin de pouvoir me montrer digne de ma Emoa. Tout en voulant voir si certains d'entre eux auraient les chocottes en me voyant rentrer à nouveau dans leur misérable petite vie. Ou bien si parmi tous ces sales gosses l'un d'entre eux aurait le courage de m'affronter dans un ultime combat qui ne peut que se terminer la mort de l'un de nous. 2. Umberto s'arrête alors de nouveau, pour se mettre à ricaner de plus belle encore, tout en prenant un regard effrayant, puis reprend alors ses esprits. Tandis que Evody se met à trembler légèrement de peur, sans se douter que au loin Nourri continue de les observer, afin d'en savoir plus sur la situation avant d'agir. De plus le prince est soulagé de voir son ami n'a pas un mauvais fond au final avant de se sentir inquiet pour elle, tout en priant
que Umberto ne se met pas soudainement à l'attaquer, voire de l'éliminer. Néanmoins Evodi parvient à garder son calme face à la terrible menthe religieuse qui s'arrête alors de rire, tout en l'interrogeant d'un ton cynique. Au vu de ta réaction, je pense que tu ne veux plus m'aider. Comme c'est dommage pour toi, tu ne pourrais pas savoir la vérité sur tes parents. Car je les connaissais très bien, vois-tu. En particulier ton père qui faisait partie de ma très chère liste de vendetta party. Evodi, comprenant alors que son père fut l'un des anciens camarades de Germinal, se met à faire de grands yeux apeurés, tout en tremblant encore plus de peur face à la terrible révélation de la menthe religieuse qui se met à ricaner de nouveau. Quand celui-ci aperçoit alors Nourri, ce dernier s'arrête alors de rire avant de comprendre que notre jeune ami les espionne depuis le début. Umberto s'emporte alors contre Nourri, tandis que Evodi se met à faire de grands yeux en le voyant, tout en étant inquiet pour son ami. Tout en lui demandant ensuite d'un ton angoissé. Nourri, que fais-tu ici? Le jeune dragon démasqué s'avance alors lentement vers la menthe, tout en s'adressant d'un air compatissant envers son ami. C'est simple, quand je t'avais vu faire les 100 pas, j'ai du coup décidé de te suivre, avant de découvrir que tu n'étais que la taupe de Umberto. Evodi d'un air coupable, baisse alors tristement sa tête, puis se décide alors à la relever, tout en s'apprêtant à argumenter face à son ami, sauf que celui-ci d'un rassurant la devance. Sauf que je sais maintenant pourquoi tu as agi ainsi, je pense que moi-même j'aurais peut-être agi de la même façon, si j'avais eu ton passé. Néanmoins tu n'es pas allé jusqu'au bout, afin de savoir d'où tu viens, car tu t'es rendu compte à qui que tu avais affaire, c'est-à-dire à un monstre qui n'a de pitié pour personne. De ce fait, en sachant cela, tu peux encore choisir, soit tu vas avec lui ou bien tu viens avec moi afin que l'on aille prévenir mon père, ainsi que les autres face au retour inattendu de Umberto. Ils ne t'en voudront pas, crois-moi, Evodi, je sais de quoi je parle. Surtout si cela est réellement vrai que ton père fut prisonnier en même temps que Germinal. Au contraire, je pense que tu pourrais enfin savoir tes origines, tout en mettant une bonne fois pour tout hors d'état de nuire cette vieille antiquité d'Umberto. Et c'est pas très gentil ce que tu dis là, fait Umberto scandalisé par le surnom que lui a donné Nourri, avant de s'apercevoir que Evodi se dirige vers son ami, ce qui agace encore plus la menthe religieuse bien décidée à s'attaquer au jeune prince. Mais heureusement Nourri parvient à esquiver sa lame tranchante qui coupe alors de nouveau un arbre, sans même le vouloir pour une fois. Tandis que le jeune dragon accompagné de son ami vole à toute allure vers le village. Umberto les fixe alors au loin, avant de ricaner sournoisement, tout en hurlant d'un ton railleur sur la jeune dragonne. Evodi, sache que ton ami se trompe au sujet des siens, car quand ils sauront la vérité ils te banniront alors, ce qui est normal au vu du fait que tu as été ma taupe, de ce fait je pourrai alors m'occuper de toi, le moment venu, alors reste sur tes gardes, ne l'oublie jamais, car moi non. Malgré les menaces lancées par Umberto vis-à-vis de Evodi, la jeune dragonne parvient à garder son calme, tout en se dirigeant dans le village de Nourri, tout en étant toujours accompagnée par notre jeune ami qui essaie alors de la rassurer comme il le peut. Une fois arrivé au château, le prince tombe alors sur le reste de la bande qui est étonné en le voyant. Ainsi demande des comptes,
celui-ci raconte alors ce qui s'est passé, tandis que Évodie se met à trembler de peur, tout en essayant de se faire toute petite devant des yeux remplis de colère face à la trahison de celle-ci. Quand le récit de Nourri fut achevé, Furon le réprimande alors pour s'être mis en danger face à un être aussi dangereux que Umberto, avant de se tourner furieux vers Évodie, tout en s'emportant contre elle. La pauvre dragonne se met à baisser légèrement la tête, tout en versant une petite larme sur le sol. Quand tout d'un coup le roi d'un ton assez autoritaire lui ordonne d'aller dans la chambre, tout en lui disant de ne pas y sortir afin de décider de son sort par la suite, tout en demandant à des gardes de se tenir devant la porte afin de l'empêcher de sortir, tout en y donnant l'ordre aussi de ne laisser rentrer personne dans la pièce où est enfermée la dragonne. Évodie en larmes, se dirige à toute allure dans celle-ci. Une fois le roi apaisé, celui-ci tout comme les autres, qui se pose alors la question sur l'identité du père de Évodie qui au vu de la terrible révélation de Umberto, était l'un des anciens petits camarades de Germinal quand ce dernier encore enfant, était l'ancien prisonnier de l'affreux couple de mantes religieuses. Néanmoins ce dernier, en repensant à l'étrange apparence de Évodie, se met à repenser à son ancien ami qui n'est autre que Sigel, avant de prendre aussitôt un air consterné avoue alors le fond de sa pensée aux autres. Quand je vois son apparence, je ne vois pas que le physique d'un dragon, mais aussi celle d'une wyvern, en particulier d'un Sigel. Face à la révélation de Germinal, un long silence se fait alors ressentir avant que celui-ci ne rétorque ensuite d'un ton ébahi. Sauf que si c'est le cas, cela voudrait dire que Sigel est son père, ce qui fait d'elle une dragoui. En entendant ce mot, nos jeunes dragons se mettent alors à faire de grands yeux étonnés, tout en se demandant si cela est vraiment possible qu'un dragon et une wyvern ne se mettent ensemble. Germinal en voyant leurs yeux étonnés décide alors de leur apporter plus de précision au sujet de dragoui, tout en ajoutant qu'il est possible que certains dragons en eut un lointain sang de wyvern qui coule en eux, et que celui-ci peut remonter dans de rares cas à la surface, tout en précisant que l'inverse est possible aussi, en raison d'une génétique très proche entre les deux espèces. Une fois ces explications terminées, le père adoptif de Hilarion commence alors à ressentir de la colère vis-à-vis de Umberto qui, en plus d'avoir ôté la vie de son ami, lui a privé l'honneur de voir sa fille grandir. Une fois sa colère apaisée, Germinal prend alors la décision d'affronter une nouvelle fois le terrible Umberto afin de le mettre hors d'état de nuire pour de bon. Cependant le père adoptif demande à voir d'abord Évodie afin de pouvoir s'expliquer avec elle. Le roi accepte tout en voulant aussi lui parler, en effet Furon se sent mal d'avoir été aussi dur envers elle, alors que celle-ci avait eu le courage d'assumer ses actes, avant même de les avoir menés jusqu'au bout. Tous deux se dirigent vers sa chambre, l'ouvrent, avant de découvrir avec stupeur des soldats à moitié assommés dans celle-ci au lieu de trouver la jeune dragoui. Ces derniers inquiets pour elle, comprend alors que ce n'est autre que Évodie qui les assommait avant de les mettre à l'intérieur de la chambre pour ensuite partir par peur de se faire à nouveau rejeter par nos dragons. En apprenant cela, Nourri affolé se met immédiatement à sa recherche, sous les yeux des autres qui se décident à l'accompagner dans le but de l'aider dans ses recherches, tout en espérant que Évodie ne croise pas la terrible mante religieuse.
Entre-temps Évodie marche seule dans la forêt, quand soudain une branche se met à craquer. Derrière elle, la jeune Draoui se retourne en direction de celle-ci, mais rien qu'en soudain. Umberto se dresse devant elle, tout en prenant un regard mesquin, s'adresse alors à Évodie, tout en se moquant de la pauvre Draoui. Oh, comme c'est triste pour toi d'être une fois de plus rejeté par les autres. Mais bon, tu as l'habitude, il me semble, non. Sauf que bientôt tes souffrances seront abrégées et grâce à moi, c'est pas le top, du top ça. De plus j'ai aussi décidé de te relever l'identité de tes parents. Avant que je ne t'élimine, ce n'est pas cool, ça aussi. Évodie ne pouvant s'échapper se résolut à attendre la terrible révélation de Umberto, avant que celui-ci ne l'élimine ensuite. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi ton physique était aussi particulier pour une dragonne. Ricane alors la menthe avant de reprendre aussitôt. C'est parce que tu es aussi une wyverne. Évodie en entendant la révélation de Umberto, se met à faire de grands yeux ébahis. Tandis que l'horrible menthe se met à ricaner encore plus fort. Cependant sans le savoir, ces rires se font entendre jusqu'aux oreilles de nos amis. Nourri sans perdre une minute se dirige alors vers son ami, tout en espérant ne pas arriver trop tard pour la sauver face à ce monstre, tandis que le reste de ses amis le suivent au loin afin de venir l'aider à battre l'affreuse menthe religieuse. Pendant ce temps, Umberto tout en ricanant explique alors à Évodie que celle-ci est une Draoui. Ensuite ce dernier parvient à se calmer, avant de prendre un ton enragé lui révèle alors l'identité de son père. De plus comme je te l'ai dit très cher Évodie, ton père faisait partie du sale groupe de gamins qui m'a enlevé ma pauvre Emoa, de plus, elle avait presque réussi à l'avoir quand ce sale dragon l'est violemment repoussé, tout en causant sa mort aussi. Évodie en entendant cela comprend alors que son père n'est autre que Seagull, celle-ci se met alors à balbutier, tout en y versant une petite larme. Mon père, c'est Seagull. Umberto en guise de réponse se met à l'applaudir avant de rétorquer ensuite. Oui, ton père n'est autre que Seagull, puis se met de nouveau à rire, tout en manquant de s'étouffer. Ce qui le calme, ensuite, puis Umberto se met à reprendre la suite de son histoire. J'ai réussi à trouver ton cher papa qui était avec ta mère mais aussi avec toi. Car oui, très cher. Évodie, tu étais déjà née à ce moment-là. Seulement tu étais trop petite encore pour te souvenir du moindre détail quand je me suis occupé d'eux, d'autant que ta maman avait réussi à bien te cacher afin que tu puisses rester en vie. De peur que je m'occupe de toi après, tout en espérant tous deux à pouvoir survivre à mes deux belles lames. Sauf que non, hélas malgré le fait que Seagull était un très bon combattant, surtout quand il a vu ta mère s'effondrer au sol, inerte. Néanmoins contrairement à mes autres victimes, j'avais décidé à ce moment-là de faire une expection pour ton père, en raison du fait que cela était un très bon adversaire, de toute façon au vu de ses blessures, il allait y rester quoi qu'il arrive, de plus vous étiez au milieu de nulle part, ce qui m'arrangeait beaucoup dans mes affaires avec ton papa, surtout que l'endroit grouillait de grosses bêtes affamées qui ne diraient pas non à manger du dragon pour le dîner, de plus j'avais user trop d'énergie durant notre combat, du coup j'ai voulu préserver le reste, avant de te trouver ensuite. Néanmoins j'avais décidé de t'épargner aussi,
car j'ai beau être un monstre, je ne suis pas non plus ignoble à ce point-là, de plus cela serait ridicule au vu du fait que toi aussi tu aurais dû y passer à ce moment-là, quand j'y pense. Du coup je suis parti en vous laissant tous les deux à votre sort. Sauf que quelques années après, je t'avais reconnu aussitôt, ce qui m'a étonné au vu du fait que tu aurais dû mourir, ce qui s'apparente à un miracle, de plus, même encore en à ce jour j'ignore. Comme tu as fait pour survivre alors qu'il n'y avait personne autour de toi, à part ton père. Qui était au bord de la mort au moment où je t'ai laissé, de ce fait, cela ne pouvait être lui, qui t'a sauvé. Car au moment où je suis parti je l'ai observé une dernière fois avant de remarquer que ton cher papa ne respirait plus depuis un petit moment déjà, par conséquence, cela ne pouvait pas être lui. Car je ne m'y connais pas trop en reptiles c'est vrai, mais il est impossible de retenir ça. Respiration avec autant de blessures, au risque de périr plus vite. Y compris pour une wyverne. Puis soudain Umberto s'arrête alors de parler avant de commencer à aiguiser ses lames, tout en se préparant à éliminer Evody. Sauf que ce dernier est repoussé par Nourri, qui une fois la menthe bien loin, se dirige à toute vitesse vers son ami. Cette dernière surprise s'apprête à demander au prince pourquoi est-ce que celui-ci vient l'aider. Mais notre dragon la devance, tout en lui expliquant ce qui s'est passé, Evody touché par Nourri lui fait une petite bise sur la joue de celui-ci. Le jeune prince ému se met à rougir légèrement, avant que celui-ci n'aperçoive Umberto qui tente de l'attaquer de nouveau, sauf que cette fois, le jeune dragon de couleur bleu nuit est bien décidé à lui tenir tête. Nourri esquive l'attaque de la menthe, avant de lui lancer son feu qui possède une magnifique combinaison de bleu royal accompagnée d'un joli rose bonbon. Néanmoins Umberto parvient à esquiver les flammes du jeune dragon avant de l'assommer, par derrière, le jeune dragon tombe alors à terre, inconscient, quand soudain un joli feu de couleur vert et rose sépare lancé par Evody le sépare alors de la terrible menthe, qui s'apprêtait à l'achever sous nos yeux effarés face à un tel spectacle. Umberto tel un lion s'apprête alors à attaquer la jeune Draoui quand soudain il de nouveau séparé. Séparé par des flammes de plusieurs couleurs différentes, ce qui le coupe net dans son élan. La menthe surprise se tourne dans toutes les directions avant d'apercevoir le reste de la bande de nos deux amis qui tout comme Umberto, sont prêts à se battre contre lui. Mais au même moment Queenie ainsi que ses parents aperçoivent Nourri inerte. La pauvre dragonne en voyant son frère ainsi s'affole alors, tout en voulant le sauver coûte que coûte face à la terrible menthe. Néanmoins Umberto parvient à l'en empêcher, tout en se servant de son frère comme d'un bouclier. Les autres en voyant ça hésitent à l'attaquer de peur de blesser gravement le jeune dragon. La menthe, en voyant cela, se met à rire de plus belle. Germinal dans un élan d'espoir, se dirige vers la menthe, tout en lui proposant de laisser Nourri en échange de lui-même. Umberto en riant encore plus fort, s'emporte alors, tout en gesticulant d'un air agacé. Tu me prends pour un idiot ou quoi? Je sais très bien que tu vas m'attaquer ensuite, de plus quoi de mieux qu'un prince comme bouclier vivant au lieu d'un vieux dragon comme toi. Qui pourrait me faire un sale coup, alors que mon bouclier vivant est toujours en train de faire sa sieste. Apparemment. Sauf que au même moment Umberto se fait violemment pousser par Evody. La menthe se cogne contre un arbre,
Queenie profite alors de l'occasion pour extirper son frère qui commence alors à se réveiller doucement, avant d'apercevoir Evody en mauvaise posture, ce qui lui redonne de l'énergie avant de s'élancer de nouveau sous les yeux étonnés de ses amis, tout en relançant son feu sur Umberto, tout en parvenant cette fois-ci à le toucher. La menthe hurlant de douleur, se met à gesticuler dans tous les sens, tandis que Evody parvient à rejoindre son ami tout en lui faisant une grosse accolade. Puis rejoignent le reste du groupe, tout en observant Umberto qui celui-ci en raison de la douleur continue de hurler, tout en faisant tournoyer ses lames dans tous les sens, qui coupe alors sans le vouloir un arbre gigantesque, qui commence à s'écrouler en direction de la méchante menthe religieuse qui en le voyant se diriger avec son unique œil comprend alors ce qui l'attend. Tout en se mettant à un pousser un oh oh, mettant ainsi fin à sa propre vie, tout en lui faisant payer ses horribles crimes que celui-ci ait pu commettre depuis de très longues années de son existence qui s'achève aujourd'hui même. Un long silence pénible se fait alors ressentir parmi nos dragons qui se mettent alors à détourner vite leurs yeux du fameux arbre qui a enlevé la vie de Umberto, tout en prenant la sage décision de rentrer au village, afin de fêter leur victoire face à ce dernier. Une fois de retour au hameau, Evody remercie les autres de l'avoir sauvé, en particulier Nourri. Le jeune dragon touché la remercie à son tour, puis se tourne vers les siens, tout en éprouvant de la gratitude envers eux pour l'avoir sauvé face à la terrible menthe religieuse. Ensuite Evody décide alors de s'excuser auprès de nos dragons pour avoir tenté de les manipuler, en particulier Germinal qui accepte alors son pardon, tout en se confiant d'un ton sincère à la draouie. Sache que nous aussi, nous en voulons, de t'avoir jugé aussi vite, de plus je regrette tant que cet odieux insecte ait réussi à te retirer tes parents. Je sais, fait Evody en souriant à Germinal avant de le serrer gentiment dans ses bras, tout en lui avouant ce qu'elle a appris auprès de la méchante menthe religieuse. Umberto m'a avoué que mon père n'était autre que la Wyvern Seagull qui était aussi ton meilleur ami. Une larme coule alors de la joue de Germinal, Furon se sentant toujours aussi coupable vis-à-vis de la jeune draouie, lui propose de vivre définitivement dans leur village, au vu des liens qu'elle a tissés avec les autres, tout en se rendant compte que son fils, Nourri, éprouve des sentiments sincères envers cette dernière, tout en voulant aussi que Germinal puisse veiller sur elle, tout comme son ancien ami l'avait fait à l'époque où tous deux devaient travailler de force dans des mines, durant le temps où ces derniers vivaient chez le terrible couple de menthe religieuse. Evody accepte alors, ce qui rend heureux Nourri, tandis que Furon décide d'organiser une immense fête afin de pouvoir passer à autre chose. Le soir de la fête, Hilarion en profite pour inviter à danser avec Queenie. Pendant ce temps, Nourri observe les étoiles, avant que Evody ne le rejoigne, puis tous deux osent enfin s'avouer les sentiments qu'ils portent l'un envers l'autre. Puis nos deux amis rejoignent les autres, Hilarion en le voyant annonce alors que celui-ci va se marier avec Queenie. Nourri ainsi que Evody les félicite. Une fois le calme revenu, le prince regarde alors sa bien-aimée comme pour attendre quelque chose d'elle, la draouie fait alors un oui de la tête, comme pour confirmer quelque chose à ce dernier qui, en voyant sa réponse, intervient auprès des autres, afin de leur annoncer avec joie. Voilà, Evody et moi avons réussi à avouer nos sentiments que l'on se porte l'un envers l'autre,
Ce fait, nous avons pris la décision de nous fiancer. En entendant cette heureuse nouvelle, Furon se met à pousser un cri de joie, tout en s'exclamant. Ensuite d'un ton joyeux à nos amis. Ah, enfin pas trop tôt, il était temps quand même, Nourri. Nourri se met à faire de grands yeux en entendant les propos de son père tandis que les autres se mettent à rigoler gentiment de lui. Pendant que nous, très chers spectateurs, nous allons les laisser tranquilles pour le moment, afin que nos amis se remettent de leur dernière péripétie, pour ensuite aller revenir vers eux plus tard. Car pour le moment il est l'heure de partir pour un temps, avant de revenir les voir afin que ces derniers ne nous fassent partager la suite de leur aventure. Fin par Archange K.